Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode du podcast The Macronomist avec Colépi, le cher associé, le fondateur de The Macronomist. Comment vas-tu? Bah écoute, super content d'être là et toi? Bien, bien, bien. Écoutez, on est ravis en tout cas de vous trouver pour ce premier épisode à la fois du podcast et un épisode doublement spécial puisque c'est également le premier de cette année 2024. Donc il va s'articuler assez naturellement sur ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qui va se passer cette année et quelles sont les grandes leçons qu'on peut tirer de 2023. Alors The Macronomist, c'est un podcast, mais c'est également un site internet qu'on vous invite à consulter évidemment, où vous pouvez retrouver un certain nombre d'articles sur la macroéconomie, la géopolitique, gratuitement tout d'abord, et puis n'hésitez pas à nous soutenir si dans un second temps ce que vous lisez vous plaît. Alors on va attaquer le podcast qui va être en deux grandes parties, les petites actus des dernières semaines les plus importantes, celles sur lesquelles en 8-10 minutes on va essayer de revenir, et après on va faire un gros focus de 10-15 minutes sur qu'est-ce qui va se passer en 2024 et pourquoi c'est une année extrêmement importante, et pourquoi assez étonnamment personne ne parle de certains points qui pourtant t'ont sauté aux yeux, mon cher Colépi. Donc ça va être plutôt intéressant. Alors, on va commencer directement avec un peu comme les journaux télévisés qui parlent tout le temps de l'inflation. Tu as constaté que ça repartait légèrement à la hausse, ce qui peut-être est un signal que les taux ne vont peut-être pas baisser aussi vite que ce que le marché attendait. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, faut savoir que l'inflation elle est repartie légèrement à la hausse en décembre en France, donc à 3,7%, et aujourd'hui, donc à la date d'enregistrement au 11 janvier, elle repart légèrement à la hausse aussi aux États-Unis, donc avec 3,4% au lieu de 3,2% attendu. Donc c'est pas des rebonds extrêmement violents de l'inflation, mais en fait les intervenants s'inquiètent surtout parce qu'ils ont peur que les banquiers centraux prennent plus de temps à réduire les taux et donc à réinonder l'économie d'argent. Donc c'est pour ça que les intervenants sont assez inquiets à ce sujet. Ouais, parce Après, que il y a ce que tu disais sur ton article, enfin sur ce qu'on avait constaté, c'est que le marché était quand même globalement optimiste sur la baisse des taux. ouais, pour mars, mars 2024, le marché était très très optimiste sur la baisse des taux. Et ce qui est étonnant, c'est que là, même avec les chiffres de l'inflation qui viennent de tomber aujourd'hui et qui sont légèrement haussiers, le marché continue de prévoir une baisse des taux en mars. Donc je suis assez sceptique sur le sujet. Je pense que Powell va plutôt attendre juin. Mais on verra après, il y a encore les chiffres de l'année, du mois prochain qui doivent tomber. Il y a encore les chiffres du chômage. Il y a encore des données économiques qu'on attend, mais je suis très très sceptique sur le fait que Powell baissera les taux très rapidement, ou en tout cas en mars. Oui, non, c'est vrai que les signaux semblent s'accumuler sur une baisse quand même plutôt milieu, voire deuxième moitié de l'année 2024. Alors le marché a toujours raison, donc s'il nous dit que non, pourquoi pas. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est peut-être que effectivement, ça va corriger sur les expectatives et que l'optimisme ambiant sera un petit peu révisé. D'ailleurs, en parlant d'inflation et de chômage, parce qu'on lutte pas contre l'inflation en haussant les taux sans casser des œufs, je crois que le chômage a quand même aux États-Unis pas mal monté. Est-ce qu'il faut qu'on s'attende Pour l'instant, ça reste une augmentation assez légère, mais effectivement, en fait, historiquement, il n'y a jamais eu de hausse des taux sans hausse du chômage par la suite. Là, le problème, c'est qu'en plus, on va en parler par la suite, mais on a les élections qui arrivent en fin d'année 2024 pour les États-Unis, et ce serait extrêmement difficile de maintenir des taux élevés. Alors que le chômage augmente, au moment où Joe Biden et Donald Trump préparent leur élection, ça donnerait moins un contre-argument à Joe Biden assez important, quoi. Donc c'est pour ça que c'est surtout le risque actuellement, c'est qu'on maintienne les taux élevés, que le chômage monte et que ce soit en défaveur du coup de Joe Biden. Ok, ok, très clair. De toute façon, on y reviendra puisque The Macronomist, ce sera le podcast de l'économie sur le plan mensuel. Donc, forcément, sur l'année 2024, là, le but, c'est de dresser le panorama de ce qui va être important de suivre pendant les prochains mois et on aura l'occasion d'y revenir. Quelque chose d'autre qui s'est passé assez récemment, c'est-à-dire hier soir, c'est l'approbation de l'ETF Spot Bitcoin par la Securities and Exchange Commission aux États-Unis, qui était attendu Enfin, depuis... Oui, enfin, qui était attendu exactement on n'en peut plus. depuis... depuis 10 ans. Alors, on n'en peut plus pour deux choses. Premièrement, parce qu'on l'attendait depuis 10 ans, et deuxièmement, parce qu'on ne parlait plus que de ça, et c'était insupportable. Bon, alors maintenant, on va pouvoir passer à autre chose. Ce qui est amusant, c'est qu'en fait, c'était une news qui était tellement attendue, l'issue ne faisait tellement aucun doute, que Ouais. le marché n'a C'est un absolument pas non-événement réagi. complet, ouais. Bah, en fait, ça a réagi du côté d'Ethereum et des altcoins parce que bah, les gens se disent, bon, bah, la prochaine narrative, ça va être ETF sur ETH. Et du coup, bah, tout l'argent est parti là-dedans, quoi. Donc vraiment, l'ETH a gagné, a surperformé le BTC sur l'annonce d'hier de façon assez hallucinante. C'est là qu'on voit à quel point est-ce que le marché est efficient, parce que mine de rien, que tout le monde s'attendait à ce que ça monte en flèche sur la Bitcoin, alors que ça faisait des mois que tout le monde savait que ça allait être approuvé. En fait, ce qui se passe, c'est que directement, comme tu le disais, les gens vont chercher la prochaine narrative, ça va être Ouais.
vraisemblablement peut-être sur ETH que ça se passe, et ils attendent pas, c'est-à-dire c'est monté absolument directement. Là, depuis 2 jours, du coup, j'ai le chiffre sous les yeux, le Ethereum a surperformé Bitcoin de 15%. Donc depuis la première fausse annonce de l'approbation par la SEC, après il y a eu la vraie annonce, et sur ces 2 jours, il a gagné 15%. Donc c'est quand même assez impressionnant, surtout qu'il sous-performait depuis des mois et des mois le Bitcoin. Ce qui est assez amusant, c'est que j'avais vu passer un tweet de Asher qui disait ce serait peut-être marrant, je crois qu'il avait dit ça la veille de l'approbation, de rotate un peu, de vendre quelques bitcoins pour aller sur ETH parce que je le sens bien, et hop, ça monte en flèche, quel timing impressionnant. Le timing de fou. Le timing de fou. Alors, ce qu'on peut dire aussi sur les ETF, c'est que, mine de rien, ça va permettre peut-être, alors pas la masse adoption, mais en tout cas, une dédiabolisation du Bitcoin par les institutionnels qui lui crachaient à la gueule sans cesse depuis quand même de nombreuses années. Donc c'est ça, en ça que c'est positif. Un point peut-être négatif, mais on n'aura pas le temps de faire le débat aujourd'hui, et c'est pas non plus le but du podcast, c'est effectivement, est-ce que ça va pas amener à ce que finalement beaucoup de Bitcoin soient accaparés par les institutionnels et les géants américains de la finance, avec le risque que ce soit préjudiciable au réseau. Alors, bon, je suis pas sûr à court terme, mais à mon avis, on a le temps de le voir venir, sachant que le réseau, avec les ordinals, les inscriptions et tout, vit parfois un peu sa propre vie. Donc bon, il y en a qui s'inquiètent d'une extrême centralisation ou de la mort de tous ces bitcoins qui finalement ne pourraient plus bouger parce qu'ils seraient détenus par BlackRock. On verra ça. Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est sûr que le marché n'est pas assez bête pour faire exactement ce que tout le monde attend. Ce serait trop facile sinon. Ouais. Et que bon, c'est quand même à mon avis un point qu'il fallait franchir, une étape qui voilà, c'est derrière nous maintenant et on va pouvoir passer à autre chose, et c'est pas plus mal à mon avis que ce soit enfin passé. On avait vite fait quelque chose d'assez intéressant sur les monnaies digitales de banque centrale, les monnaies numériques de banque centrale, pardon, qui sont en train de pop un peu partout, et du fait qu'apparemment les banques centrales, comme elles n'ont pas d'infrastructure de paiement, vont imposer aux banques traditionnelles, alors on verra comment ça se passe dans les années prochaines, mais vont imposer aux banques traditionnelles d'utiliser leurs propres infrastructures de paiement, mais gratuitement. Donc c'est-à-dire que les banques vont devoir mobiliser beaucoup d'argent pour accepter ces monnaies qu'elles n'ont pas demandées, qui leur font de la concurrence parce que c'est pas elles qui les émettent ni qui les gèrent directement, et en plus elles vont devoir mettre au service de ces monnaies de banque centrale leur infrastructure de paiement. Donc ça aussi on en reparlera, mais c'est un point qu'il faut garder en tête parce que ce sera peut-être un point pivot de pourquoi est-ce que les banques vont finalement être de plus en plus sensibles au marché crypto, pour éviter justement, entre la peste et le choléra, elles vont peut-être choisir les cryptos qu'elles peuvent vendre à leurs clients que la monnaie de banque centrale qu'elles n'ont pas demandé et qui, à mon avis, leur est préjudiciable sur globalement tous les points. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Écoute, je te suis globalement sur toute la ligne, et j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller lire ton article sur le sujet, parce que tu bosses à côté pour le Journal du Coin. On parle pas mal de The Macronomist, mais de ton côté, tu travailles aussi pour le Journal du Coin, et t'as fait un excellent article sur le sujet. Merci beaucoup, alors ça fait plaisir. Ça fait plaisir, j'aime quand tu me dis ça, C'était les petites news. Alors elles sont condensées parce que le focus sur l'année, le but du podcast, de ce premier podcast, c'est de vous dire en 2-3 mots qu'est-ce qui s'est peut-être passé ces dernières semaines, et surtout on va y arriver sur le focus de l'année 2024. Le focus de l'année 2024, ça va être énormément de sujets macro évidemment, et je te propose qu'on commence par peut-être le plus important que tu as déniché et dont pour l'instant peu de gens parlent. C'est l'année électorale la plus importante qu'a jamais connue le monde démocratique à l'échelle vraiment de la planète, quoi. Donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Complètement. Il y a plus de 40% de la population mondiale qui se rendra aux urnes cette année dans le cadre d'élections, donc présidentielles ou législatives. Il y en a 2 particulièrement qui retiennent mon attention. Ça va être forcément celle que à peu près tout le monde attend, c'est celle des États-Unis, où il est très probable qu'on ait à nouveau un duel entre Joe Biden et Trump. Donc ce qui est amusant avec les deux, c'est que personne ne les veut vraiment au pouvoir, mais ils se retrouvent toujours en présidentielle. Je trouve ça un peu fascinant. Et la deuxième élection qui est à mon sens tout aussi importante, ça va être l'élection taïwanaise. Donc la petite île de Taïwan, elle est toujours revendiquée par la Chine. Il y a régulièrement des tensions entre Taïwan, Chine, USA. Et l'élection taïwanaise, elle se tient entre le parti démocratique progressiste, donc qui est pour le moment en tête dans les sondages et qui en théorie devrait passer. Ce parti, il est plus pro-américain et pro-international. Et à côté, on va avoir un parti, l'opposition, qui est plutôt pro-Chine. Et en fait, l'issue de cette présidentielle pourrait avoir d'énormes impacts sur le monde parce que, comme vous le savez, on en parlera après, les semi-conducteurs, ils ont pris une importance prépondérante dans nos vies. Et Taïwan, elle conçoit et elle fabrique 90% des puces les plus sophistiquées. Donc c'est vraiment une petite île qui a une importance exceptionnelle en termes géopolitiques parce que les puces les plus sophistiquées, c'est celles qu'on retrouve dans un Mac, dans un iPhone, dans les smartphones, dans tous les produits du quotidien et qui sont extrêmement importants maintenant pour à peu près toute la planète. Et soit on va continuer sur cette même lancée de la Taïwan, donc c'est-à-dire le parti démocrate progressiste passe,
on continue à faire du business avec les États-Unis et ça se passe globalement bien de ce côté, ou on va partir vers l'opposition qui est plutôt pro-Chine. À court terme, ça devrait rabaisser les tensions qu'il y a entre Taïwan et Chine, mais à moyen long terme, ça pourrait encourager la Chine à essayer d'envahir cette petite île, parce qu'on rappelle qu'ils font des exercices militaires régulièrement autour de l'île. C'est encore une fois une île qui a une importance prépondérante mondialement, donc ça serait très intéressant pour la Chine de réussir à mettre la main dessus. En plus, c'est pas trop loin, donc ils auraient même pas trop à... Ouais, en plus, ils ont que la mer à traverser. Voilà, ils ont qu'à se baisser pour ramasser Taïwan. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a... Alors, ça fait le lien aussi avec un deuxième aspect qui, à mon avis, complètement lié à cette première étape. Il y a deux choses qui sont très intéressantes. La première, c'est personne ne parle de cette élection à Taïwan. Alors qu'effectivement, il y a un enjeu géopolitique qui est absolument majeur, comme tu viens de le dire. Et c'est étonnant que absolument personne n'en parle, donc c'est pour ça qu'on vous le dit ici. Vous l'aurez entendu ici en premier. Les élections à Taïwan, ça peut éventuellement tout changer. Et c'est lié aux élections quand même américaines, comme tu le dis, parce que Trump était quand même beaucoup moins pro-Chine que n'était Biden. Alors je sais pas s'il est pro-Chine, mais en tout cas il est un peu plus passif sur le sujet. Alors dans l'article, si Biden en a pris aussi, mais c'est assez différent, on va dire, parce que Donald Trump, il est anti-Chine, mais il est aussi un peu anti-Taïwan, parce que j'ai aussi écrit dans l'article qu'il avait dit. Donc les mots de Donald Trump ont été « Taïwan, ils nous ont pris notre business, nous aurions dû les en empêcher, nous aurions dû les taxer, nous aurions dû leur imposer des droits de douane. » Donc Trump, il est toujours un petit peu isolationniste, il aime bien que ça soit fabriqué chez lui. Et ce qui ressort pas mal, c'est que il pourrait, on va dire, monnayer la sécurité de Taïwan, qui est un petit peu gérée par les USA, pour obtenir des investissements taïwanais vers la fabrication de semi-conducteurs aux US. Donc c'est quelque chose qui risque d'arriver... C'est pas complètement crétin, dit comme ça. C'est pas complètement... Non, c'est pas complètement crétin. Mais ça serait plutôt, on va dire, la vision de Trump, ça serait plutôt ça. Après, Biden, encore une fois, il est pas non plus pro-Chine, comme les républicains aiment le dire. Il a pris aussi énormément de mesures commerciales hostiles à la Chine. Mais les deux dirigeants ne voient pas la chose de la même manière, on va dire. Alors c'est vrai que du coup, on n'a peut-être pas trop conscience encore, nous, de tout ce qui se joue là-bas entre cette guerre froide vraiment technologique, comme tu l'appelles, la guerre froide technologique avec la Chine, bataille que se livrent les USA et la Chine. La Chine progresse assez vite en ce moment sur justement des industries de haute technologie, tout ce qui est semi-conducteur. Je crois qu'ils veulent injecter 50 milliards de dollars dans la création de leur propre microconducteurs, donc c'est assez énorme. Et ils commencent à pouvoir fabriquer des puces qui sont assez correctes, avec du 7 nanomètres sur les derniers Huawei, tu me disais. Ouais, c'est exactement ça. Et pourtant, les USA, ils essayent bien de leur mettre des bâtons dans les roues. Je sais plus si on en avait parlé durant l'épisode pilote, mais il y a pas longtemps, il y a Joe Biden qui a été rendre visite aux Pays-Bas. Les Pays-Bas qui ont l'entreprise ASML. Et ASML est une entreprise qui fabrique des machines qui permettent la fabrication de microprocesseurs vraiment extrêmement petits. C'est des machines extrêmement sophistiquées. Ils ont vraiment un monopole là-dessus. Donc Joe Biden a été discuté avec les Pays-Bas en leur demandant de ne pas vendre des machines ASML très sophistiquées à la Chine. Donc on voit vraiment, c'est un petit peu un élément qui fait vraiment, qui pose cette guerre technologique et qui montre son importance, quoi, à mon sens. Oui, non, mais tout à fait. De toute façon, comme tu le disais, il y a des microprocesseurs partout maintenant, dans les téléphones, dans les montres. Dans la défense aussi. Hein. Et dans la défense, évidemment encore plus. Donc c'est un enjeu de souveraineté majeur, et c'est vrai que nous on le perçoit au quotidien, mais même pour les États, il y a vraiment un intérêt souverainiste à quand même être capable de produire ses propres puces et équiper ses propres appareils. Comme ça, tu es certain de ce que tu mets dedans, tu sais que tu dépends pas d'une petite île qui est à l'autre bout du monde, à 2 doigts de ton ennemi juré. Qui risque d'être envahi par la Chine. Voilà, c'est ça. Bon, après, je pense surtout que les États-Unis réagiraient immédiatement, quoi. Ça serait ça serait une nouvelle guerre annexe qui débuterait si c'était le cas, quoi. Mais c'est vrai que du coup, c'est pour ça qu'il y a cet aspect, premièrement électoral à Taïwan sur quelle partie va l'emporter et en quoi ça peut changer déjà la politique de cette petite île, comment elle va commercer avec les États-Unis et la Chine. Et il y a en plus, cette guerre déjà qui existe déjà, hein, que se livrent les États-Unis et la Chine, sur à quel point est-ce qu'ils vont accélérer sur leur propre production, afin d'être de plus en plus indépendants chacun de leur côté, quoi. Grosso modo, c'est ça. Complètement. C'est surtout ça, ouais. L'enjeu, finalement, c'est l'autosuffisance concernant la production de puces électroniques, en fait. Chose qui est extrêmement difficile à obtenir parce que le processus de production, il est complexe, ça demande des savoir-faire. Il y a aussi des matériaux rares qui sont nécessaires à la production de microprocesseurs qui sont compliqués à obtenir uniquement à l'échelle d'un seul pays. L'enjeu, c'est l'autosuffisance, mais en même temps, l'autosuffisance est quasiment impossible à obtenir.
ce qui peut être une bonne chose dans l'absolu parce que ça fait que tous les pays sont obligés de commercer s'ils veulent fabriquer des microprocesseurs. Dépend comment on voit les choses, mais en fait l'industrie des semi-conducteurs est extrêmement complexe, elle imbrique plein de choses, elle imbrique de la politique, des matières premières, c'est vraiment une industrie particulière et pour autant elle est extrêmement importante en 2024 et elle sera d'autant plus importante dans les années qui viennent avec l'expansion de l'IA, avec les demandes en microprocesseurs pour faire de nouvelles technologies, ça sera vraiment un enjeu important. Et en Europe, on en est où de la production de... Excellente question que tu nous poses. J'en avais parlé dans l'article dédié sur les microprocesseurs. Ils essayent d'investir. Bon, on reste vraiment bien en dessous de combien investissent la Chine et les USA, mais l'Europe n'a pas oublié ce secteur, même si on dirait. Et je sais qu'ils investissent quelques milliards dans le projet. C'est ce qui est marrant avec l'Europe, c'est qu'ils oublient pas grand-chose, mais on voit jamais qu'ils ont pas oublié. Ouais, c'est vrai que dit comme ça... Quand on a du mal à voir exactement où passe là le Oui, pognon. c'est ça. Mais Donc, c'est pas évident de concurrencer directement la Chine ou les États-Unis sur à peu près n'importe quel C'est terrain. ça. Donc, Là, j'ai retrouvé du coup l'information mardi 18 avril 2023, à mon sens. Il y a le CHIPS Act qui a été conclu. Il s'agit d'un texte visant à réduire la dépendance de l'Union européenne envers l'Asie sur le secteur des semi-conducteurs. L'objectif est d'atteindre une part de marché mondiale de 20% en 2030, donc de doubler la part actuelle, en mobilisant 43 milliards d'euros d'investissements publics et privés en faveur de l'industrie. ce qui est quand même Voilà. un chiffre. Ce qui est quand même un chiffre relativement honnête, et en plus on a aussi quelques projets qui ouvrent en France. Il y a une usine STM Microélectronique qui va ouvrir près de Grenoble, donc on n'est pas non plus complètement à côté de la plaque sur ce sujet, ça fait du bien. Ça fait du bien. Oui, ça fait bien. C'est vrai que bon, même si on critique un peu l'Europe parce qu'on y vit et que c'est plus facile, c'est quand même important, sachant qu'en France on a des ingénieurs qui sont quand même très bons, qui partent souvent bosser à l'étranger, machin. Bon, c'est vrai que si on arrivait à faire quelque chose en Europe qui soit... Bon, si on pouvait un peu être chauvin pour une fois, franchement, ça ferait de mal à personne. Et si on pouvait garder nos talents plutôt qu'ils aillent bosser aux États-Unis ou ailleurs d'ailleurs, ce serait pas plus mal non plus. Complètement d'accord. Bon, puisqu'on est d'accord là-dessus, donc évidemment, on reviendra à la fois sur quelles seront les mesures que prendront les uns ou les autres et qu'est-ce que auront donné ces élections à la fois américaines et taïwanaises au cours de l'année. C'était le point sur qu'est-ce qu'on va suivre, évidemment, sur cette année 2024. Une autre chose qu'on va suivre, c'est évidemment les marchés financiers. Et les marchés financiers, en 2023, ils ont donné des trucs un petit peu rigolos. Alors, on a eu... Enfin, je vais commencer par le monétaire, parce que c'est vrai que c'est assez simple à comprendre. Il y a eu de la hausse des taux, donc les taux directeurs des banques centrales ont été relevés. Le marché monétaire, qui est directement lié, a été forcément plus favorable, a connu une injection assez massive de liquidité, puisque c'était moins risqué. Donc tu places ton argent et il était mieux rémunéré parce que, de fait de la hausse des taux directeurs des banques centrales. La question c'est, si les banques sont amenées à baisser les taux, ce marché sera donc moins rémunérateur, ce qui va favoriser une rotation vers des actifs plus risqués. À l'inverse, si les banques centrales tardent parce que l'inflation ne baisse pas suffisamment et qu'elle décide de maintenir des taux hauts encore un moment, forcément ça va favoriser par contre une rétention de capitaux et d'actifs dans ce marché monétaire, et ça sera peut-être pas positif pour notamment le marché forcément actions ou dans une autre mesure les cryptos qui ont besoin de cet argent frais qui arrive assez régulièrement. Là on va avoir le halving, tout le monde pense qu'il faut que les planètes s'alignent, mais les planètes ne pourront pas s'aligner si les taux restent hauts. Je sais pas si c'est assez bien résumé pour toi, mais... Moi ça me semble assez cohérent, ouais. Ok, avec tout ce que tu as dit. Après, je me demande un petit peu pour la hausse des taux vis-à-vis des cryptos, je sais pas ce que ça a donné. En fait, c'est toujours assez intéressant la crypto avec le monde actuel parce que c'est la première fois que la crypto vit une période de restriction monétaire en fait. Le Bitcoin, il a été créé en 2009 à la suite des crises des subprimes. Depuis, il y a eu du quantitative easing à n'en plus finir et de l'impression monétaire à l'infini. Et c'est assez difficile, je trouve, de prévoir ce que va faire la crypto dans le cas d'une récession, alors qu'il y a le halving qui arrive en même temps. Moi, je suis très curieux de voir ça, hein, mais je pense... J'en sais pas grand chose en fait, c'est plutôt où je veux en venir, c'est que je suis ça quoi. Je suis purement spectateur. Mais c'est vrai qu'il y a deux choses différentes. C'est-à-dire, il y a la crypto, il y a Bitcoin, qui est une réserve de valeur qui peut-être va bénéficier du fait que s'il y a une inflation trop élevée sur certaines devises, les gens vont se réfugier comme dans l'or ou comme dans d'autres actifs qui ont fait leur preuve sur Bitcoin. Et il y a les cryptos un petit peu plus volatiles qui, elles, à mon sens, pourront plus difficilement performer si les taux restent élevés et qu'il n'y a pas un afflux majeur d'argent qui est généré soit par de l'impression monétaire, soit par le fait que les gens vont re-risquer leur capital pour avoir un meilleur rendement, quoi. Ouais, pour le coup, je te suis complètement là-dessus. Autant je pense que le Bitcoin a une chance de performer malgré une récession ou malgré X problèmes, autant les altcoins, c'est l'équivalent des startups dans le monde plus traditionnel et elles auront beaucoup plus de mal à trouver du cash pour investir dans leur boîte que le Bitcoin ou même qu'Ethereum. Enfin, même si Ethereum, c'est déjà un petit peu plus...
un Oui, petit oui, peu oui, plus un axé petit peu plus sérieux, technologique on et va que dire. c'est un peu. Ouais, voilà, c'est ça. En tout cas, ça a fait plus ses preuves que certains projets qui vendent du rêve et qui, pour Ouais, l'instant, c'est. ont pas Oui, prouvé je pense, ouais. une vraie résilience, quoi. Ok, qu'est-ce que sur les marchés financiers, il n'y avait évidemment pas que ça à dire. Je vais te laisser prendre la suite. Vis-à-vis de la technologie. Donc la tech, le secteur technologique, il a vraiment été prépondérant en 2023. On a bien vu que c'est Nvidia, Amazon, Tesla et toutes ces boîtes qui ont surperformé, au point que la tech pèse autant actuellement qu'elle a pesé durant l'été 2000. Donc l'été 2000, c'est la petite période qu'il y a eu avant avant la crise des dot-com, donc la fin de la bulle internet. Ce qui fait revenir cette question éternelle, est-ce que actuellement nous sommes dans une bulle? Est-ce que la narrative intelligence artificielle avec la surperformance de toutes les méga capitalisations technologiques, est-ce que tout ça c'est une bulle? C'est la question qui revient pas mal. Moi, mon humble avis sur cette question, c'est pour moi on se rend compte que c'était une bulle seulement une fois qu'elle a éclaté. Je pense qu'effectivement qu'il y a énormément d'argent injecté dans les méga capitalisations, mais ça peut s'expliquer par plusieurs facteurs sur lesquels on reviendra après. Mais surtout, en 2000 quand il y a eu la bulle Internet, personne s'est réellement rendu compte que c'était une bulle avant qu'elle crève. C'est toujours très difficile en fait Ouais, d'avoir une opinion sur ça avant, quoi. c'est sûr qu'il y en a Je sais qui... pas Non, si tu me suis un petit peu ouais, bah, de ce côté-là, complètement. mais Non, mais je suis d'accord. Il y en a qui prêchent la fin des temps depuis déjà bah c'est ça en fait. 20 ans. Et en fait, ça fait 20 ans que les marchés montent quand même, grosso modo. Bon, il y a eu des aléas, mais ça monte quand même depuis longtemps. Donc c'est plus facile de refaire le match que d'avoir des vraies prédictions pendant que... bah, Je pense que la probabilité, c'est toujours que, tant que la croissance reste résiliente, qu'il n'y a pas une envolée du chômage à 10%, et que l'inflation ne augmente pas à 15%, il n'y a pas de raison que les méga caps ne conservent pas au moins les niveaux de prix sur lesquels elles sont. Après, encore une fois, c'est les données économiques qui tombent tous les mois. Il faut les surveiller, et c'est plutôt ça qui va indiquer si les gros poissons risquent de dérisquer sur ces actions. C'est plutôt ça. On parlait de la narrative ETF sur Bitcoin au début du cast. Il y a la narrative intelligence artificielle, effectivement, sur toutes ces valeurs technologiques. Et c'est assez naturel quand un nouveau secteur émerge et se démocratise, qu'il y ait un afflux massif. Alors peut-être qu'effectivement, ça va générer une bulle, mais de toute façon, il faut qu'il y ait une expansion sur un nouveau secteur Ouais. afin que celui-ci se développe, puis se rationalise un peu recroquevillant sur lui-même et en arrivant à une taille critique qui est peut-être plus raisonnable. Moi, je suis complètement d'accord Mais avec ça. je dis pas que ça va En fait, exploser dans les 3 mois, quoi. au-delà du fait qu'effectivement on risque de perdre de l'argent si la bulle éclate, blablabla, il faut aussi prendre en compte que en fait on a juste besoin d'une bulle. On a besoin de capitaux qui entrent dans ce marché pour développer et des gens qui croient à la narrative pour que l'intelligence artificielle continue d'avancer, pour que continue la recherche. Au-delà du fait qu'une bulle c'est bien ou c'est pas bien, il y a aussi le fait qu'en tout cas on a besoin de thunes pour développer tous ces secteurs et ça passe notamment par l'investissement en bourse. Je trouve que c'est important de le noter aussi. Donc pour revenir un petit peu sur le fait que la tech pèse très très lourd, ça a été la meilleure année pour le Nasdaq depuis 1999, donc encore une fois à l'époque de la bulle Internet, un peu avant la bulle Internet. Qu'est-ce qui a pu expliquer cette surperformance? Donc on a plusieurs facteurs. D'une part, les intervenants, ils ont commencé l'année vraiment sous-exposés à l'industrie technologique. Pourquoi? Parce que en 2022, on a eu une année très très compliquée avec la hausse des taux et avec une inflation extrêmement élevée, donc qui est montée à 10% aux États-Unis, si je dis pas de bêtises, 9%. Oui, quelque Dans chose comme ces ça. eaux-là. Je sais pas si tu as le chiffre exact. Non, je l'ai pas, mais on était assez proches. Et effectivement, ça explique qu'il y avait un sentiment qui n'était pas tous de Mounesque en 2022. Ouais, complètement, c'est exactement ça. Et pour autant, en 2023, qu'est-ce qu'on a eu on a eu deux gros facteurs économiques. On a eu la baisse de l'inflation, qui actuellement du coup est passée de 9-10% aux USA en 2022 à actuellement 3,4% aujourd'hui, ce jeudi 11 janvier. Et la croissance est aussi restée résiliente, et le chômage n'a pas grimpé outre mesure non plus. Donc en fait, on n'avait pas de facteurs qui indiquaient « attention, gros danger pour l'économie à l'instant T », et les intervenants ont pu re-risquer dans la technologie. Et aussi, ce qui est très 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 important de noter, c'est que c'est surtout donc le groupe d'actions qu'on appelle les Magnificent Seven, donc à savoir Amazon, Tesla, Apple, Nvidia, Google, Microsoft, et il en manque une, je crois. Meta, je crois que non, voilà, c'était Meta. Donc en fait, il y a surtout ce groupe des Magnificent Seven qui a outperformé le marché, donc qui a vraiment qui a réalisé la performance, je l'ai sous les yeux, de 133% en 2023.
Mais par exemple, si on compare aux petites capitalisations, donc je vais prendre l'indice du Russell, qui est un indice qui regroupe les petites capitalisations américaines, lui, il a réalisé 14% sur l'année 2023, donc il y a quand même un sacré écart. Donc, qu'est-ce qu'indique cette telle différence entre les petites capitalisations et les méga capitalisations technologiques? Bah, en fait, c'est surtout que les intervenants, ils cherchaient des entreprises de qualité, des entreprises extrêmement capitalisées. Pourquoi ils cherchaient plutôt des entreprises extrêmement capitalisées? Quand l'argent devient plus cher à cause de la montée des taux, eh ben, les intervenants, ils vont chercher des entreprises déjà rentables, des entreprises déjà bien installées, et ils vont éviter à tout prix l'investissement dans des startups. C'est pour ça que les venture capital ont fait une année terrible en 2022-2023. Personne n'a envie d'investir dans les startups quand le coût du crédit est élevé, parce que les startups sont ultra dépendantes du crédit. Donc je trouve que ça, c'est vraiment un élément important à prendre en compte. Il y a vraiment une surperformance des méga capitalisations et une sous-performance des petites capitalisations. Mais effectivement, comme tu dis, c'est logique d'un point de vue du coût du C'est assez crédit, cohérent. d'un point de vue du risque. Et c'est vrai que quand le peu d'argent que tu as, puisque tu n'en as plus qui arrive magiquement de nulle part, tu dois le placer, tu vas essayer de le placer, quitte à faire peut-être, au début, tu te dis, quitte à faire peut-être un rendement moins élevé qu'un truc qui exploserait de nowhere. Au moins, tu vas le placer dans quelque chose qui a déjà fait ses preuves et qui sera encore vraisemblablement là à la fin de l'année. Bon, là, double bonus, c'était C'est ça. encore là à la fin de l'année et en plus, ça avait pris plus de 100%. Ouais. Bon. Donc, franchement, c'était une très très bonne année, effectivement, pour le marché américain. Et ensuite, est-ce qu'on en a terminé avec ce point de marché 2024 où il y avait d'autres Je métriques? voulais juste conclure, je pense, très très rapidement. Comme on est en année électorale, on a du coup les élections qui sont en novembre aux USA. Je voulais juste vous parler rapidement des quelques secteurs qui surperforment ou qui sous-performent généralement avant les élections. Donc je vous donne les statistiques sur 12 mois avant les élections depuis 1984. Généralement, le secteur des services publics surperforme le marché d'environ 5 points de base, tandis que le secteur technologique sous-performe le marché de 5 points de base. Vous pouvez trouver le graphique complet avec tous les secteurs sur The Macronomist dans le dernier article Vote boussole pour l'année 2024. C'est extrêmement intéressant parce que, donc, ok, les services publics performent bien, mais surtout la technologie performe très très mal. Et ça, je trouve que c'est intéressant de le noter étant donné que actuellement les méga capitalisations technologiques pèse environ 30% du total du marché américain, ce qui est énorme. Si ces quelques valeurs technologiques, elles commencent à corriger, ça peut très très vite entraîner l'entièreté des indices américains, et historiquement, ce qui s'est passé avant les élections, ce qui ne veut pas dire que ça se reproduira là, mais la technologie a été plutôt vendue, donc de 5 points de base, le secteur était sous-performant de 5 points de base. C'est d'autant plus Donc voilà. intéressant que là, ça va arriver sur le fait qu'on a déjà surperformé le marché incroyablement. Donc, est-ce qu'il y en a qui vont se dire c'est peut-être le bon moment de sortir de quelque chose qui a peut-être Prendre trop bien quelques profits, marché? ouais. Exactement. Ça peut être le cas. Après, c'est vrai que la narrative IA, à mon avis, n'est pas non plus terminée. Faudra suivre ça, on le suivra au fur et à Non, mesure de ça sera l'année. cyclique. Je pense que ce sera cyclique côté IA en fonction des nouvelles technologies qui sont apparues, en fonction des avancées de ChatGPT, de diverses boîtes. Je pense que ce sera relativement cyclique. Bon, non, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va falloir noter. C'est vrai que c'est pas déconnant que les services publics surperforment en année électorale où les promesses Ouais, s'accumulent. complètement, Voilà. complètement. Donc, il y a une certaine logique, hein, comme d'habitude, dans le marché. On suivra ça évidemment avec vous. C'était donc forcément, si on devait récapituler ce qu'il faut suivre pour l'année 2024, c'est notamment en un, forcément les taux directeurs des banques centrales qui vont driver le marché monétaire et obligataire dans un second temps et qui vont un peu diriger où est-ce que va aller l'argent et où est-ce qu'il est intéressant de prendre des risques. En fonction de ça, il faudra aussi suivre aussi les résultats électoraux, et on y reviendra tous ensemble de toute façon dans les différents épisodes de The Macronomist, et voir où va se diriger le marché, et est-ce que ce que tu viens de dire va se répéter, est-ce que les valeurs technologiques vont un peu corriger en année électorale comme de coutume, ou pas. On vous dira tout ça. Pour terminer ce premier épisode, puisqu'il était convenu entre nous qu'on essaye de ne pas s'apesantir plus de 35-40 minutes pour que vous puissiez, ça fait déjà beaucoup d'informations. Encore une fois, vous pouvez les retrouver sur le site, vous pouvez aussi nous poser directement des questions sur le Discord de The Macronomist si vous y avez accès, donc n'hésitez pas, contactez-nous sur les réseaux. Pour terminer, il est de coutume, en tout cas on va inclure ça, de parler d'une petite actu débile de 3 minutes qui va un petit peu détendre l'atmosphère et baisser le niveau, si, si on peut dire. Là, on s'était noté que le truc qui nous avait fait rigoler récemment, c'était, bon, après le scandale absolu qui a été la Vignette Critère en France, où on fait des régulations insane pour réguler des problèmes, enfin, à mon avis, en les prenant du mauvais côté, nous allons avoir un nouveau malus écologique qui, d'après, alors je suis pas un aficionado de particulier de voitures, mais j'ai regardé le site Turbo, et donc sur les voitures de sport qui émettent plus de 193 grammes de CO2 par kilomètre, il y aura un malus maximal de 60 000 euros.
Ce qui veut dire que par exemple la Ford Mustang qui coûte 60 000 euros, bon 58 400 mais on va dire, elle va en fait coûter le double de son prix. C'est-à-dire que tu as plus cher de malus puisque tu as 60 000 balles de malus que de voitures qui coûtent 58 000 euros. Ah, mais c'est absolument exceptionnel. Enfin, moi, pour le coup, j'aime pas mal les bagnoles. Mais en fait, ça me fait surtout dire que ça enterre définitivement le plaisir automobile, notamment pour la classe moyenne. Parce que si t'as 10 millions sur ton compte en banque, la Ford Mustang, qu'elle soit à 60 000 ou à 120 000 balles, tu vas l'acheter. Alors qu'une petite voiture un petit peu sympa, juste un petit coupé un peu sympa pour le week-end ou des conneries comme ça, bah, c'est mort, quoi. C'est fini, ça va coûter bien trop cher pour l'écrasante majorité des gens. Donc moi, c'est surtout ça que je trouve assez triste. Et en plus, ce que je voyais l'autre jour, personnellement, je te dis, j'aime bien les voitures. Et je regardais un petit peu du côté de Renault Sport, des choses comme ça, qui faisaient avant des Mégane RS, des Twingo RS, et plein de petits trucs vachement sympas. Et en fait, là, ça n'existe plus, on peut plus acheter de Mégane RS. Enfin, j'ai regardé un petit peu sur internet et c'était introuvable, quoi. Je pense que ça se trouve uniquement sur les marchés d'occasion. Je suis pas non plus un spécialiste, hein, du Non, marché non, des mais tu bagnoles. m'étonnes, t'es un Vous pouvez me constructeur, corriger. t'as un Mais, constructeur, tu vas pas faire une voiture mais qui ouais. va coûter 2 fois plus, enfin, je veux dire, ça n'a pas de Bah sens. ouais, ça n'a plus de sens, mais c'est dommage parce que Renault tout ça, ils étaient vraiment des sacrées bagnoles à l'époque, les Mégane RS, etc. C'est des trucs qui bombardaient vraiment sévère. Renault, ils faisaient des châssis vraiment exceptionnels, on avait vraiment du savoir-faire de ce côté-là. Et c'est un savoir-faire envolé avec toutes ces petites réglementations, ce que je trouve vraiment, vraiment triste, perso. Non, mais on Mais reste dans la enfin, stupidité, puisque la vignette critère, ouais, c'était un truc qui te complètement. permettait pas de rouler s'il y Ouais, avait un petit diesel que tu essayais de conserver, tu vois, bon, un peu comme moi, hein, je vous avoue, je roule dans un diesel qui a 12 ans ou 13 ans d'âge, qui est critère 3, et donc bientôt les zones à faible émission, tu peux plus rouler dedans. Par contre, un gros SUV allemand qui pèse 3 tonnes 5, et qui a quand même un énorme moteur, il va pouvoir rouler en critère 1 dans un peu n'importe où. Ou tu as certaines Porsche qui sont critères 1 aussi, alors que, enfin bon, c'était déjà ouais, une mais inertie. il y a 20 km d'hybride. C'est Ah ça oui, que t'as voilà, pas c'est ça. compris. C'est ça. Il C'est y a ça. une batterie de 20 km d'autonomie. Enfin, c'est tellement écologique comme véhicule. Je pense que t'as pas compris un truc. C'est certainement ce qui m'avait échappé. En plus, avec ça coûte absolument rien en entretien et en pièces, donc il y a absolument pas de problème. Sachant que j'ai vu aussi, pour terminer, qu'ils allaient aussi mettre des taxes en fonction du poids des véhicules. Donc fini les familles en SUV qui roulent en mini tank dans Paris, elles vont aussi être taxées. Donc en fait, on est taxé Ouais. de partout sur l'automobile, et donc c'est forcément un truc qui te dit en sous-jacent, acheter des voitures électriques, bordel. Sauf que personne n'en veut. Entre les problèmes de borne, la batterie qui, déjà, dans mon téléphone, perd de l'autonomie au fur et à mesure des années, j'ai pas envie d'infliger ça à ma voiture, tu vois. La mienne, elle a 12 ans, mais je mets de l'essence dedans, du gazole. Je fais autant de bornes que quand je l'ai acheté il y a 12 ans. Ouais, ouais, Donc, complètement. Bah, c'est bref, la grosse différence entre les deux, pour le on, coup. on sent bien qu'il y a une incentive financière à pousser vers la voiture électrique et à dégoûter d'absolument tout. Alors que je suis même pas amateur de bagnole, mais si vous nous écoutez et que vous êtes amateur de voiture, nos pensées les plus sincères. Je vous comprends. Et voilà, nous vous comprenons. Écoute, je pense que c'était un bon premier épisode sur ce qui va se passer sur l'année 2024. L'idée, c'était de vous donner, de pas faire un énorme focus de 25 minutes sur un sujet particulier, ce qu'on sera peut-être amené à faire en fonction du marché, mais de vous donner voilà, toutes les pistes, tous les sujets qui sont importants, qu'il va falloir garder à l'esprit pour que, en fait, quand il va se passer quelque chose en 2024, vous vous dites, ah oui, ça, ok, j'en ai entendu parler, peut-être que ça va avoir telle ou telle conséquence. Je l'ai lu sur The Macronomist, évidemment. Voilà à quoi ça me fait penser. Donc n'hésitez pas encore à nous faire vos retours afin que le format reste adaptable. C'est que le premier épisode. Je pense que il faut pas qu'on fasse plus long. N'hésitez pas quand même à nous dire de quoi vous voudriez qu'on parle si on n'a pas évoqué un sujet qui vous tient à cœur depuis longtemps. N'hésitez pas à nous contacter. On est tous les deux dispo sur les réseaux et sur Discord. Et encore, vous pouvez laisser des commentaires sous les articles de The Macronomist, donc aucune excuse. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, ou est-ce qu'on souhaite à tous nos auditeurs et auditrices une bien bonne journée? On se retrouve du coup le mois prochain pour l'actu de février. Donc là, il y aura un vrai focus sur tout ce qui s'est passé entre le mois de janvier et le mois de février. Bah écoute, moi je pense que t'as à peu près fait le tour. C'était très très cool d'enregistrer ce podcast. On a couvert pas mal de sujets. Comme a dit Rect, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux, que ce soit pour des suggestions, pour des retours, pour n'importe quoi. N'hésitez pas, nos DM sont ouverts. Et puis je pense qu'on peut vous souhaiter à tous une très bonne journée. Ok, bah écoutez, très bonne journée à tous et à tous. Au plaisir, mon cher ami, et à bientôt. Ciao.